ce micro-là, ouais. Sarah aura celui-là, d'accord? Ok. Ah, ça marche déjà? Ok. Merci Brian Adams. On va donc commencer le débat dans quelques petits instants, le temps que Maëva, Patrick et Sarah nous rejoignent. Je sais pas. C'est moi là? Non. J'ai dû marcher sur un fil. Rebonsoir. Je vais prendre mes fichettes. Oh, oh, oh. Bon, on a fait les tests micro tout à l'heure, a priori tout roule. Patrick se joint à nous et va trôner au centre. Vous Je nous suis entendez le bien? cardinal, je vais prendre le pouvoir, ça marche. Mais ton traité n'est pas signé. Eh ben quand même! C'est un problème mineur. Amine, C'était j'imagine un peu qu'on un peut y gars aller. sur Twitter, il a raison quoi qu'il advienne quoi. Je dissous la Chambre des députés. Bon, L'Assemblée nationale. par applaudissement, qui a regardé ce film pour la première fois? Ok. Ah toi aussi. Par applaudissement, qui a aimé? Ah bon, c'était ta première, Patrick? Il est allumé, il est allumé. Je ne savais plus si je l'avais vu il y a très longtemps ou pas, et en fait, je ne l'avais jamais vu. Bah écoute, je suis ravi que tu aies partagé ça avec nous. Je vais faire une toute petite intro pour ceux qui ne connaissent pas le podcast. Donc, Hommage collatéral, c'est un podcast qui revient sur la carrière de génie de la pop culture au sens très large du terme. On a fait des épisodes sur Neil Gaiman, sur Alan Moore, sur les sœurs Wachowski, Terry Pratchett. Dis-moi. Pensez bien à les tenir constamment ici, jamais comme ça. Si vous couvrez l'antenne, ça peut faire des parasites très disgracieux. Merci Amine. Et on applaudit Amine qui, Ouais, merci Amine. chez qui on est et grâce à qui tout ceci se fait. Et donc, on a fait il y a 6 ans de ça un double numéro sur la longue carrière d'Alexandre Dumas en présence de Nico ici et de Sarah. Je vais vous les représenter dans un instant. Et d'Isabelle Zaffa qui était la présidente adjointe de la Société des Amis d'Alexandre Dumas. Donc ça fait que 4 heures. Il faut savoir que les épisodes d'Hommage collatéral peuvent faire jusqu'à 12, notamment à cause d'elle. Et donc, ce qu'on fait là, On va pas être là pour 12 heures, hein, je vous rassure. non, on doit rendre les clés de la salle au bout d'un moment. Et là, ce qu'on fait là, c'est un supplément, donc une émission qui, quand l'actualité ou quand on crée l'actualité, comme on l'a fait ici, on se permet de revenir sur quelque chose de particulier. Et donc, la thématique de cette table ronde, aujourd'hui, c'est de comment adapter Alexandre Dumas à l'écran, mais pas que, comme on va le voir. Ce qui nous amène donc à aujourd'hui et à vous tous qui êtes venus, et on vous en remercie, au Club de l'Étoile, j'ai oublié de le mentionner. Merci encore à eux. Et donc je vais présenter chacun des gens qui sont autour de la table, je vais aller dans ce sens-là. Nicolas, Bernard. Bonjour. Bonjour. À toi aussi. Tu Je es sais plus, notre... Je suis paumé à cause des lumières, je sais plus quel jour on est. On est dimanche et tu reprends demain. Je suis désolé de te le dire. La Merci semaine de ne me fait- le rappeler. Donc toi, tu es avocat au barreau de Paris et également historien. Tu as signé 2 ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale, qui est ta période de prédilection, mais pas que, puisqu'on va le voir dans un instant, que tu aimes beaucoup le XVIIe siècle et notamment Richelieu, qui est un modèle pour toi. On t'a dit. C'est un pur génie ce mec, mais c'est pas mon préféré du D'accord. XVIIe siècle. Son successeur Ah, est Mazarin. mon préféré. Oui. Oui, pourquoi j'aurais dû m'en douter. À ta gauche, il y a Sarah Lodz, Bonsoir César. qui était également avec nous lors de ce double épisode, donc il y a 6 ans. Toi, tu vas être notre... alors, tu es autrice, bientôt des manuscrits en cours. Oui, tu es autrice, tu es fan artiste, tu écris pas mal de choses en ligne, et tu as des manuscrits qui tournent en cours chez des maisons d'édition. Si, je te l'apprends. Et tu es plus particulièrement notre spécialiste sur tout ce qui est adaptation. Je ne suis pas vraiment spécialiste, mais j'en ai vu un certain nombre, c'est vrai. Si, tu es modeste avec toi. Et en termes d'adaptation, on a un autre spécialiste qui s'est joint à nous récemment, et c'est Patrick de Jacquelot. Bonsoir. Bonsoir. Pastiche Dumas est le site qu'on connaît tous autour de cette scène et qui nous a beaucoup inspiré, notamment les podcasts précédents, et donc on est ravis de t'avoir avec nous ce soir. Moi aussi.
Tu es journaliste, tu étais membre de la société dont je parlais tout à l'heure, celle des Amis d'Alexandre Dumas. Tu animes ce site Pastiche Dumas qui référence un nombre incalculable d'œuvres. Si tu veux en parler, vas-y. Il y a un peu plus de 600 œuvres littéraires, c'est-à-dire romans, pièces de théâtre, nouvelles, tout c'est dérivé de l'œuvre de Dumas. Et il y a largement plus de 600 bandes dessinées du monde entier, inspirées par Les Trois Mousquetaires, Monte Cristo, etc. Et tu en collectionnes d'ailleurs beaucoup. Je crois savoir qu'il y a un certain nombre d'expositions qui ont eu lieu grâce à toi. C'est-à-dire tout ce qui est sur le site, c'est ma collection, oui. Et effectivement, j'en fais des expositions centrées sur les bandes dessinées, c'est ce qu'il y a de plus visuel, évidemment. Et je fais pas mal d'expositions, oui. Cette année, j'en ai eu 4. Rien que ça. Voilà. En même temps, cette année, il y a eu une certaine actualité. Donc Énormément. Il n'y aura pas 4 expositions l'année prochaine, hein, ça c'est sûr. J'espère pour toi, il faut bien se reposer un petit peu aussi. Merci encore à toi d'être là. Et à ma droite, il y a Rutil. Salut Rutil. Salut. Copromoteur de cet événement avec votre serviteur. Tu es membre fondatrice du Mariol, collectif dont tu dois y avoir 7 ou 8 personnes dans la salle qui en font partie. Tu es autrice, tu signes le webtoon Colossal, entre autres choses. J'ai noté récemment, parce que c'est la dernière actualité, Karma de Portepoisse chez Draco. Yes. Et entre autres... d'autres choses qui arriveront l'année prochaine, mais tu auras l'occasion d'en parler toi-même sur tes réseaux sociaux. Oui. J'ai fait déjà le tour, j'en suis déjà à 3 fiches, regardez, ça va vite. Hop, 3, ça c'est bon. Merci à vous 4 d'être venus ici, et merci à tous d'être venus nous voir ce soir pour déjà voir ce film et ensuite parler d'Alexandre Dumas. On va pas faire que parler du film de Stéphane Erec qu'on a vu ce soir, hein, puisque, c'était sympathique, c'était un peu l'esprit, pas tout à fait la lettre, hein, je pense que les fans de Dumas qui sont dans la salle en conviendront. Mais je vais commencer par vous demander votre avis sur ce film à tous. Patrick, comme tu es le nouveau de la bande, tu vas commencer. Bon. C'est toi d'Artagnan Merci. ce soir. Oui, tout un programme. Le film, je ne l'avais jamais vu, donc je trouve qu'on rit beaucoup. Au début, j'étais assez emballé, et puis plus l'intrigue propre au film se développe, moins on est conquis. Pour dire les choses directement, le scénario devient totalement débile, et ça c'est quand même un peu dommage. Mais le film a aussi plein de qualités, et notamment c'est très drôle. Voilà. C'est un aller-retour Paris-Calais, Calais-Paris. Une fois qu'on arrive à Calais, on a tout vu, voir Calais et mourir. Bon, après, et rencontrer Milady. Oui, alors la fin de Milady est absolument surréaliste, mais ce qui est assez drôle, c'est que là j'ai découvert que apparemment ça a inspiré la façon dont Milady saute d'une falaise dans la mer dans le premier film Les Trois Mousquetaires, sorti en avril dernier. Ça se demander si c'est pas le même coin en vrai, parce que le moment où D'Artagnan poursuit Milady dans le film de Bourboulon, j'ai l'impression que c'est littéralement le même coin. Mais Eva Green, elle ça survit, ressemble beaucoup, oui. Eva Green, elle survit. Elle fait la même chute, elle survit. Oui, mais là, comme quoi, elle était vachement plus fortiche. Pardon, mais là, Milady, j'ai pas vu. On n'a pas vu son corps, cadavre. Hein. Voilà. Oui. Et j'ai l'impression que ce film, c'était peut-être. J'ai l'impression que ce film, c'était peut-être le premier volume d'une saga qui n'a jamais vu le jour, non ? Parce que tout est paramétré pour que ce soit un premier volume. Constance prononce 3 ou 4 phrases, j'ai l'impression. Elle est emballée par D'Artagnan aussi rapide qu'un speed dating, bravo. Mais il y a quand même dans ce film énormément de bases qui sont posées pour une saga qui peut-être n'a pas vu le jour. Alors moi je pose la question, est-ce que ce film, tel est mon point de vue sur le film, qu'à part ça j'ai bien aimé, c'est un très bon divertissement, on se marre bien, la musique est bonne, le casting est éblouissant. Mais est-ce qu'on n'était pas en présence d'un film qui devait annoncer d'autres suites ? Je pense à la limite un spin-off sur Porthos, parce que clairement Porthos, il avait trop de rôles. Je trouve dans chaque adaptation Mousquetaire, il y en a toujours un qui ressort un peu par rapport aux autres. Là, autant le film de Bourboulon, D'Artagnan, c'était clairement D'Artagnan et puis plus personne d'autre. Là, ils ont pris les Trois Mousquetaires, parce que D'Artagnan, il fait rien. C'est genre, à un moment donné, Aramis fait bon, j'ai des pièces d'Artagnan, vous voulez les jeter, s'il vous plaît ? Et c'est un des seuls trucs. Il a genre, j'ai participé. Mais il a un très beau combat avec Rochefort.
Très franchement, c'est Ouais, c'est un des meilleurs duels que j'ai vu et je m'en suis coltiné. Hein. Pour moi, le meilleur duel à l'épée, c'est dans Scaramouche des années 50. Stewart Granger. Il y a voilà. par étapes. Tu t'égares, Bon, là. c'est Eddie Mitchell. Je vais demander à Rutil de donner son avis en quelques mots aussi. Bah oui, enfin, il est très sympathique. C'est un des premiers films que j'ai vu. Je crois que en fait, c'est le premier film que j'ai vu en prenant l'avion en venant en France. Donc ça a une valeur So particulière. French. Enfin non, vu le. Oui, bon. Bah oui, parce que donc j'étais à l'île Maurice, je prends l'avion et à l'époque on pouvait pas choisir, il y avait pas de. Eh oui, les jeunes. À l'époque, on pouvait pas choisir plein de films, il y avait un seul film qui tournait en boucle. Et ben moi je vois le film, je me dis oh, c'est génial. À 9 ans, j'étais la tête pleine de Cyrano de Bergerac et je me dis ouais trop bien et je le mate avec mon frère qui était dans l'avion avec moi. 3-4 fois avant que l'avion atterrisse. Donc c'était vraiment genre on était investis, tu vois. On avait acheté la BO, on était giga fan de Bryan Adams. C'est pour ça que tu chantais pendant le générique. Exactement. Je donnais la voix pendant le générique, mais ouais, donc j'ai une affection particulière pour ce film. C'est aussi une des premières fois où je me confrontais à Athos et Milady, mais en tant que truc de scénario aussi, c'est-à-dire genre, ouais, ce mec, il est un peu dépressif, on sait pas ce qu'il a, il raconte une histoire, peut-être ça a rien à voir avec le reste, et soudain t'apprends que genre, oh mais non, mais son passé est connecté avec la méchante du truc, et moi je suis genre, oh, cerveau galactique, j'ai jamais vu ça avant, incroyable, et c'était très satisfaisant à vivre en fait, cette connexion soudain où tu te dis oh, mais c'est pas vrai. C'est réfléchi. Ouais, donc et en soi voilà, le film il est Disney, donc il est propre. C'est-à-dire que oui, politiquement on s'en fout, on est dans l'historique. Richelieu, on voit pas son corps aussi au passage. Hein. Combien historique. Oui. C'est ça. Historique, mais vraiment au sens très 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 large. Il y a des châteaux. On se demandait tout le temps, on voyait des skylines, on était là genre c'est quoi ça, c'est où ça? Ouais, j'ai regardé pendant la séance, ça a été tourné en Angleterre et en Hongrie. Ah. Mais donc, oui, c'est ça, je me dis forcément République tchèque ou Hongrie ou machin. Bah comme la série BBC d'ailleurs qui voilà, était tournée première en République mention tchèque. de la série BBC. Vous pouvez faire un jeu à boire chez vous ou ici. Mais ouais, donc, mais voilà, autant on est d'accord, la trame est débile parce que voilà, Richelieu qui veut devenir roi à la place du roi, enfin bon, voilà. Mais les personnages sont plutôt bien caractérisés. Il y a des implants et tu vois, en revoyant le film, je me suis dit le coup de la croix d'Aramis. Bon, c'est un cliché débile. Moi, je me souvenais pas de ça. Je me disais, c'est la Bible qui garde. Non, parce que la croix est implantée. En fait, la croix, on la voit parce qu'il la sort quand il prie par-dessus les soldats, les gardes du cardinal qu'ils ont tués au début. Et du coup, en voyant ça, j'étais genre propre. Legit. Propre, Disney, carré. C'est pas GG dans l'absolu, mais en termes de craft de scénario, c'est propre. Sarah, ton avis? Alors moi aussi j'ai un petit attachement sentimental à ce film parce que je l'avais vu peu de temps après avoir découvert le roman, quand j'étais préado, alors j'étais à fond sur le roman, donc en découvrant le film, automatiquement j'étais à fond aussi. Et donc je l'ai vu assez souvent quand j'étais préado. Puis pour une longue période, je l'ai plus revu, j'avais peur qu'il ait horriblement vieilli. Genre de petit crush qu'on a sur un film qu'on est ado, on se dit mon Dieu ça va être affreux quand je vais le revoir adulte. Et finalement, je l'ai trouvé extrêmement sympathique. Je trouve effectivement que c'est bien fait, c'est rythmé. L'histoire, c'est absolument n'importe quoi. L'histoire de France, c'est terrible. Et j'avoue que Tim Curry en Richelieu, il peine un petit peu à me faire peur. Je le trouve pas très efficace, mais c'est un film qui donne beaucoup d'espace aux Trois Mousquetaires. Et je parle bien des Trois Mousquetaires, c'est avec D'Artagnan et presque on recule. Mais notamment à Porthos et Aramis, qui sont les grands oubliés de quasiment toutes les adaptations. Et rien que ça, pour moi, c'est un bon point. Le fait, on a un Porthos et un Aramis qui sont bien mis en avant, qui sont bien interprétés aussi. Et c'est assez rare pour être noté. C'est là dans une bonne bande de potes aussi. On a un peu envie d'être des leurs. Il y a ce qui est très important pour moi. Pour moi, quand on regarde un film des Trois Mousquetaires, on doit avoir un peu envie de boire une bière avec eux à la fin. Et là, ça fonctionne plutôt bien. Donc, globalement, je trouve que par rapport surtout à ce qui a été fait après, c'est un film plutôt de bonne qualité. Et, je trouve que Kiefer Sutherland porte plutôt bien la barbe. C'est un film qui transpire les années 90 et qui est sorti 2 ans après le Robin des Bois, oui. avec une bonne partie de l'équipe d'ailleurs technique derrière, et pas que Bryan Adams. Nico, ton avis? Mon avis, moi, encore une fois, je le trouve plutôt divertissant. Je me suis marré, mais pas en moquant du film. Enfin, pas toujours en moquant du film. Tim Curry quand même. Il y a vraiment un peu quand même. Un petit peu quand même, mais il y a des répliques, il y a des scènes qui m'ont fait rire
au premier degré. Vraiment, j'apprécie ça dans un film, notamment sur les mousquetaires. Et puis on s'ennuie pas une seconde. Comment dire, le film a un début, un milieu, une fin. Ça peut être classique par bien des côtés. Pour autant, pour le coup, c'est véritablement ce que j'attends presque d'une adaptation des Mousquetaires, à savoir un film où on ne s'emmerde pas une seule seconde et où précisément les différents personnages sont développés. Juste une dernière précision sur le côté historique. Bon, vous aurez compris que historiquement, c'est de la foutaise dans la mesure. Anne d'Autriche ne vient pas d'Autriche. Anne d'Autriche ne vient pas d'Autriche, elle vient d'Espagne, par exemple. Ah, c'est un détail. C'est un Allez. détail. Oh. Non, mais je veux croire que le Quai d'Orsay a commis d'énormes erreurs depuis 500 ans. Mais là, à ce niveau, une erreur aussi diplomatique aussi cruciale, bon, ça m'étonne un peu. En revanche, ce qu'on voit là-dedans, le Richelieu un peu mégalo, un peu cortex, que l'on voit tout au long du film, mine de rien, n'est pas entièrement dépourvu de fondement dans la mesure où je pense que ce qu'il inflige à Louis XIII, Richelieu l'a fantasmé pendant plusieurs années, sans malheureusement pouvoir le mettre en œuvre. Malheureusement. À propos de fondement, on appelait Richelieu cul pourri aussi. Je voulais juste placer ça. Oui, tout à fait. Mais... Parce qu'il avait beaucoup de maladies vénériennes. Mais Richelieu, d'ailleurs, voilà, je finirai là-dessus, peut-être sur les précisions historiques. En fait, le roman décrit une rivalité Richelieu-Louis XIII à la fin des années 1620. C'est déjà en soi anachronique de la part de Dumas. En fait, cette rivalité se développe surtout à la fin des années 1630, quand Richelieu est exaspéré par Louis XIII, qu'il doit supporter, qu'il doit se coltiner, qui est une espèce de boulet constant qui lui met des bâtons dans les roues, mais qui ne peut pas pour autant le liquider, parce que s'il le liquide, les autres nobles vont le liquider à son tour. Si bien que ce qu'on voit dans le film, c'est un fantasme. C'est un fantasme de Richelieu qu'il ne pourra malheureusement, encore une fois, jamais mettre en œuvre. Voilà. C'était un rêve de Richelieu, c'est ça que tu dis en fait depuis le début. J'y ai vraiment pensé. C'est le rêve du chien. On a organisé cette séance avec ce film en particulier, un peu en opposition du film de Martin Bourboulon qui est sorti cette année. Je vais te donner la parole dans un instant, Patrick, parce que je crois que tu l'as bien aimé, ce film, ce qui peut contrebalancer avec l'avis général des 4 autres autour de la table. Mais on l'a choisi, je vais laisser Sarah Ouroutil nous dire pourquoi. Celui-là ? Celui-là, oui. On avait le choix entre deux films. En fait, voilà, quand on s'est réunis avec donc la possibilité du Club de l'Étoile de faire une séance mousquetaire, il fallait choisir une vieille adaptation. Et on s'est arrêté sur deux. On avait deux choix principalement. C'était La fille de D'Artagnan et ce film parce que on considère que ça surnage quand même parmi toutes les adaptations des mousquetaires. En termes de caractérisation, celui-là est très correct. Donc et en plus, le lore que ça rajoute, je l'aime beaucoup. Typiquement, Aramis, qui est l'élève de Richelieu, j'adore. Et Porthos le pirate, j'aime beaucoup aussi, en vrai. Je sais pas, je trouve... Ok. Au moins, ça... Au lieu que ça en fasse juste le gros rigolo de chaque adaptation, ça en fait le gars un peu flamboyant qui se la pète. Ce qu'il est dans le bouquin. Donc Porthos le pirate qui dit « Ouais, je connais bien la tsarine de Tokyo », j'aime bien. C'est pas... un côté classique. Mytho, c'est pas classique au Dumas, mais au moins ça ressort. C'est pour pas avoir, parce que à chaque fois j'ai l'impression qu'ils sont toujours un peu inconfortables avec le coup du baudrier parce que c'est compliqué à expliquer. C'est genre oui, alors il y a une partie qui est en or, l'autre partie qui est pas dorée derrière, donc ça prouve que il est vaniteux mais il a pas la thune, etc. Là le côté mytho, c'est vrai que pour moi ça permet de caractériser très rapidement, très efficacement, ce qui encore une fois Disney à l'époque savait faire. Et c'est propre, quoi. C'est cool. Donc voilà. Donc on s'est arrêté sur celui-ci parce qu'on s'est dit c'est plus familial. Dans La fille de D'Artagnan, il y a beaucoup de plans nichons gratuits, donc voilà, ça aurait choqué la jeune audience. Mais voilà, ça, parmi ces deux adaptations, ça reste une des plus quali, quoi. Et moi, je suis très content qu'on l'ait choisi, ne serait-ce que pour la musique de Michael Kamen, qui est peut-être une des meilleures de sa filmo. Patrick, tu voudrais se renchérir ? L'adaptation de Lester, vous n'y avez pas de Richard de... Lester. Elle fait 3h45. Oui. C'est quoi ? Elle est très bien, elle fait 3h45. Ah bah, on a une très bonne relation avec le Club de l'Étoile, mais je pense que 3h45, ça aurait été compliqué. Ouais. En tout cas, c'est une des meilleures, à mon avis. C'est 2 films d'ailleurs. C'est 3. 3 films. C'est une trilogie en fait. Ouais. Bon, l'année prochaine, on se fait une série. Voilà, oui, j'ai un pouce levé dans la régie. Elle est plutôt bien, effectivement, celle-là, mais limite, justement, peut-être trop servile par rapport au bouquin. Justement, on en reparlera peut-être. Ouais.
Je trouve la... Allez-y, moi, mon point suivant, c'est la lettre et l'esprit. Donc, Moi, j'aime allez-y. beaucoup celle de Lester également, j'avoue. Elle est également, c'est une des plus fidèles au roman, pour la bonne raison qu'elle fait, 3h45. En vérité, à la base, c'était un seul film qui a dû être divisé en 2 films, tellement elle était longue. Donc elle reprend quasiment tous les éléments du roman, y compris le bastion Saint-Gervais, certains éléments qu'on ne voit quasiment dans aucun film. Elle est très gaguesque, ce qui est pour moi un petit problème par moment, c'est-à-dire que des fois ça marche très bien et des fois c'est un petit peu too much, notamment Constance Bonacieux qui ne peut pas faire 2 pas sans tomber. C'est les racines à filles, c'est un problème récurrent. Elle est un petit peu misogyne aussi, mais elle a des vraies qualités. Est-ce que je peux m'étendre un petit peu dessus ou est-ce que... Et notamment, ce que je trouve très bien en fait dans la version de Lester, c'est que c'est une des rares versions qui montre les mousquetaires vraiment un petit peu dans le quotidien. C'est-à-dire qu'on les voit boire, on les voit manger, on les voit jouer au jeu de pommes, on les voit se chamailler, on les voit glander, ce qu'ils font énormément dans le roman. Et il y a ce côté un petit peu plus vrai de nature, un petit peu soudard, etc., où on voit aussi des moments de camaraderie. Ils sont pas tout le temps en mode héroïque, on va sauver la France. D'ailleurs, la France, ils s'en foutent un peu, le roi, ils s'en foutent un peu. Ils s'intéressent surtout aux uns et aux autres. Et c'est une version que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Je l'ai revue récemment et m'a fait une excellente impression. Et je pense qu'elle se classe parmi mes 2 préférées. On parlera la seconde étant la série de la BBC. Donc je considère pour l'instant que c'est les Britanniques qui font les meilleures adaptations des 3 Mousquetaires. En tout cas, les films de Richard Lester sont vraiment très très bons. Et pour information, sur Passage Dumas, je fais assez souvent des interviews d'auteurs d'aujourd'hui qui écrivent leur propre suite aux 3 Mousquetaires, beaucoup d'auteurs anglo-saxons. Et je leur demande toujours comment ils sont venus à découvrir l'œuvre de Dumas, etc., etc. Et presque systématiquement, on me dit « J'ai découvert les 3 Mousquetaires grâce aux films de Lester ». Donc les films de Lester ont une influence considérable pour la diffusion de la connaissance de Dumas. Ça, c'est très frappant. Par applaudissement dans la salle, qui connaît ces films-là de Lester ? Bon, vous avez une reco pour rentrer chez vous, et par applaudissement, qui a lu le bouquin pour être... Ouais, quand même. Voilà, c'est juste pour info. Nico ? Les films de Lester, ils datent du début des années 70, 1973, 74. Puis une suite a été faite qui s'intitule Le Retour des Mousquetaires, qui a été faite 15 ans plus tard avec les mêmes acteurs. Donc on est vraiment dans la logique de l'adaptation même de 20 ans après, qui est un roman, pour le coup, beaucoup plus rarement adapté. En revanche, c'est pas du tout fidèle. L'adaptation de 20 ans après prend énormément de distance avec le roman et je l'aime beaucoup moins en fait que l'adaptation des 3 Mousquetaires. Ouais, même Philippe Noiret en Mazarin. Bon. Mais ces films-là, ils sont très très bons, mais comme disait Sarah, ils reposent énormément sur des gags de films muets qui peuvent totalement dérouter. C'est vrai que Constance tombe souvent, ou se prend souvent des coups. Il manque vraiment plus que des tartes à la crème dans le film pour aller jusqu'au bout de cette logique du gag. Maintenant, ces films-là constituent peut-être un des meilleurs exemples de ce qu'il faut faire, à mon sens, en termes d'adaptation. Et au point que je pense vraiment qu'ils ont inspiré les scénaristes de la série de la BBC, qui a été faite il y a quelques années maintenant. Patrick, j'aimerais Attends, moi j'ai pas donné mon avis sur le film de 73. Oh, allez, c'est parti. Non, mais j'ai... Hijacking, c'est parti. Mais parce que je suis pas totalement d'accord en fait. Moi je le trouve correct le film. J'aime beaucoup Faye Dunaway en Milady. Pour le coup, je pense que c'est à peu près la meilleure. Et Christopher Lee, n'importe quoi. Saruman en Rochefort, qui a un drip incroyable. Et je pense que ce Rochefort-là a dû être inspiré aussi de Christopher Lee, parce que c'est très cette espèce d'asperge un peu sèche, et ce côté un peu droit comme un i et noir comme le mal. Bah, il shine un peu quand tu regardes sa tunique, c'est noir, mais ça brille dans le film. Mais à côté de ça, et c'est ce qui me frustre un petit peu dans la série BBC aussi, que j'aime beaucoup par ailleurs, c'est que je trouve que l'esprit n'y est pas. Pour le coup, on parle de l'esprit et de la lettre. Mais je les reconnais pas, moi, mes mousquetaires. Bon, déjà, j'ai toujours une frustration intense il y a jamais d'Artagnan, en fait. Il y a jamais le d'Artagnan que j'aime des bouquins, qui est une vieille fouine, qui est vraiment genre, Juliette le décrit
il a l'intellect d'un rat qui veut rentrer dans ton placard pour voler tes Cheetos. Et c'est exactement ça. C'est genre, il est pas forcément intelligent, mais il est malin, il a une grosse débrouillardise. Et je pense, c'est vraiment un de mes personnages préférés de toute la littérature française. Genre, en l'ayant découvert, j'ai eu une immense sympathie pour lui. Et je trouve terrible qu'il soit jamais représenté. Il est jamais aussi malin que dans le bouquin, il est jamais aussi vif. Il est toujours un peu soit un jeune premier, soit on l'oublie un peu, il est un peu là, voilà. Mais j'aime, voilà. Donc là, je crois que c'est Richard Chamberlain qui joue d'Artagnan. Michael York et Richard Chamberlain jouent Aramis. Aramis, ouais, non. Et il le fait, d'ailleurs, il fait un super Aramis. Oui, qui est chouette d'ailleurs. Mais ouais, il y a une scène que j'aime beaucoup dans ce film où en fait ils vont chourer du pain. Enfin, ils sont dans une auberge et ils chourent de la bouffe et après ils se font un petit pique-nique. Ça, elle est très très bien. Ça, pour le coup, ça c'est un moment de caractérisation où je suis là genre, ok, ça c'est eux, je les reconnais. Chaque perso a un peu son rôle à jouer, même Athos qui planque un jambon sous une casaque, et après, etc. ils sont tous assis sur une table, Mais les oui. jambes étendues, et ils pique-niquent en buvant Et qui est des d'ailleurs, bouteilles. parce qu'on a fait du coup avec les Dumariol une expo sur les Trois Mousquetaires cette année, C'est et une l'affiche de l'expo est littéralement un shot repris par Juliette avec ses chara-design à elle des Trois Mousquetaires, où ils sont effectivement tous alignés en train de bouffer, parce que ça, on s'est dit, cette scène-là, elle est très bien. Après, le reste, je vais vous avouer, je me suis un peu fait chier. Genre, c'est très sympa, mais je veux pas en fait qu'on adapte aussi servilement Dumas parce que ça marche bien en bouquin. Je trouve qu'au cinéma, il y a besoin d'un peu plus. On va s'éloigner un petit peu de Leicester pour prendre Dumas au cinéma et à la télé de manière générale. Je pense qu'il faut, je vais te lancer dessus, Patrick, peut-être distinguer les tentatives d'adaptation plus ou moins fidèles des fanfictions, comme justement La fille de D'Artagnan, donc, qui est une extension. Toi, est-ce que tu ferais un distinguo et comment tu présenterais les deux ? Je suis pas sûr de ce que tu entends par fanfiction dans ce contexte-là. Des extensions, des pastiches. Il y a peut-être Ah oui, un d'accord. distinguo Ah oui, à faire. oui, oui. Non, bah il y a pas une frontière étanche entre les deux. Hein. Il y a un continuum d'œuvres cinéma ou littéraires ou inspirées, dérivées des livres hein, de Dumas. Donc, on trouve au cinéma des adaptations qui se veulent plus ou moins fidèles. Mais sachant que l'idée de faire une adaptation cinématographique totalement fidèle au roman n'a aucun sens. Déjà, le roman est beaucoup trop épais pour faire un film. Il faudrait faire une série. Alors, si, peut-être qu'on peut citer les films de Diamant Berger, l'immense adaptation en cinéma muet fait dans les années 20, je crois, et qui sortait en feuilleton dans les cinémas sur des mois, et l'ensemble fait plusieurs heures. Hein, mais je me souviens plus très bien, mais je pense que c'est plus de 10 heures de film. Et c'est absolument magnifique. Quelqu'un dans la salle dit 10 heures. Ah bah voilà, oui. Merci. Bon, et c'est absolument magnifique. Dans le détail, c'est assez fidèle. Bon, c'est une merveille. Mais bon, c'est très 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 particulier. C'est pas quelque chose qu'on pourrait faire aujourd'hui. Donc, de toute façon, des libertés avec le roman, il faut en prendre. On est obligé de simplifier. C'est vrai aussi, par exemple, dans les adaptations en bande dessinée. Bon, l'immense majorité des bandes dessinées intitulées Les Trois Mousquetaires traitent le début du roman et jusqu'à la fin de l'épisode des Ferrets. Parce que ça, c'est clair, c'est net, c'est bien structuré, c'est facile à adapter. Et quand on fait une bande dessinée de 50 ou 60 pages, ça colle bien, très bien. Adapter tout le roman, c'est extrêmement difficile. Donc après, on fait des choix. Oui, alors on peut évidemment, comme dans le film qu'on vient de voir, dévier totalement par rapport à l'histoire, ce qui n'est pas un problème en soi. Le tout est de bien le faire. Bon, dans ce cas précis, ça se discute. Je vais rebondir sur ce que tu as dit dans un instant. Mais avant, j'aimerais vous demander, selon vous, comment vous expliquez cette myriade d'adaptations qu'il y a dans tous les sens, fidèles ou pas fidèles, peu importe où on met le curseur. Comment ça se fait que c'est cette histoire-là qui brille comme ça et qui se fait approprier à travers les âges ? Sarah ? Moi, je pense déjà que Les Trois Mousquetaires sont l'œuvre la plus populaire de Dumas en général, qui est un auteur extrêmement populaire, parce que c'est les personnages les plus humains qu'il ait créés. Les personnages principaux les plus humains qu'il ait créés, et ils sont les plus humains parce qu'ils sont extrêmement imparfaits. Ils sont tous un mélange très important de grandes qualités et de grands défauts.
Et donc, ce sont des personnages dans lesquels n'importe qui peut aisément se projeter. Et ça, c'est assez rare, justement, dans les romans classiques. Et je pense aussi que c'est à la fois très populaire en France et très populaire à l'étranger, parce qu'en France, c'est un peu l'esprit français tel qu'on voudrait, qu'on nous voit, nous, les Français. Oui, il y a une perspective de roman national, clairement. Oui. Tout à fait, mais c'est un peu comme Astérix. Pour moi, vraiment, il y a beaucoup de points communs Totalement dans d'accord. l'engouement qu'il y a pour les Trois Mousquetaires et pour Astérix. Les Gaulois d'Astérix, ils sont querelleurs, ils sont gueulards, ils passent leur temps à manger, à boire, à se disputer. Les Mousquetaires, grosso modo, c'est pareil. Et en fait, nous, les Français, on aime bien qu'on nous voit comme ça à l'étranger. Et à l'international, on aime bien voir les Français comme ça. Nico, tu vas rajouter? D'ailleurs, les adaptations des Trois Mousquetaires, elles commencent très tôt. Elles commencent avec Dumas, puisque c'est lui qui adapte en pièce de théâtre ses propres romans. Et d'ailleurs, ses trames, les scripts, si j'ose dire, qu'il rédige, vont même servir de base à une adaptation télévisée française avec Dominique Paturel dans le rôle de D'Artagnan. Ils reprennent des phrases entières composées par Dumas. Donc, et Dumas, c'est quelqu'un qui donc retourne au théâtre avec les Trois Mousquetaires, mais qui vient aussi du théâtre et qui a véritablement ce sens de dramaturgie et ce sens des dialogues qui font que le roman se lit extrêmement facilement, extrêmement vite, avec une intrigue blindée, même si ça peut ressembler à une suite de sketchs, je trouve que l'intrigue est quand même blindée, extrêmement bien écrite, avec des dialogues, encore une fois, magistraux, qui peuvent attirer l'attention et qui peuvent être mises en image assez facilement. Moi, je comprends vraiment beaucoup que cette œuvre-là en particulier, au-delà de la relation amicale entre les mousquetaires, puisse être la plus facilement adaptée parce qu'on a un récit d'aventure, un récit historique, même un récit policier, avec des mystères à résoudre, le mystère d'Athos, le mystère de l'origine de Milady, la disparition de Constance. On se retrouve avec un roman multifacette qui se prête à des adaptations cinématographiques nombreuses. Et pourquoi ça cartonne à l'étranger ? Eh bien, pour ces mêmes raisons-là. C'est que c'est un roman qui, au fond, a ce côté exotique qui peut séduire le public local. Et en plus, aux États-Unis notamment, je pense vraiment aux États-Unis, qui peut séduire d'autant ce public que les personnages sont, notamment celui d'Artagnan, porteurs de valeurs spécifiquement américaines, j'ai envie de dire, à savoir le petit jeune qui part de sa cambrousse et qui va s'en sortir par lui-même avec sa bande de potes. C'est très américain, en fait. Oui, il faut pas s'étonner. Par contre, c'est pas du tout américain d'être aussi fouine que lui, quoi. Mais les Américains retiennent pas ça. Ils retiennent uniquement le côté amical de la chose, le côté jeune premier, voilà, oui. self-made man, quoi, qui vient en aide aux femmes tout en les conquérant. Il faut dire les choses dans le roman comme ça, et qui va vivre toute une série d'aventures. Donc c'est pour ça aussi que D'Artagnan cartonne aux États-Unis dès les années 1910-1920 dans des films muets, puis des films couleurs. Je crois qu'un des premiers films de KPDP américains couleurs, c'est précisément Les Trois Mousquetaires, si je dis pas de bêtises. Bon, il y a des films de pirates aussi qui sortent à la même époque en couleur, mais je crois que le premier c'est vraiment Les Trois Mousquetaires. Et il faut pas s'étonner d'ailleurs que les Américains aient réussi à certaines adaptations, dont celle qu'on vient de voir, mais je pense aussi à celle de 1948 avec Gene Kelly, qui est pour moi ma préférée, où l'on voit pour le coup le roman très bien adapté, même si évidemment des choix ont été faits qui pourront décevoir, qui pourront agacer. Aramis et Porthos sont clairement laissés de côté, mais l'intrigue est là, mais l'aventure est là, mais Richelieu est là, mais Milady est là. Et la meilleure Milady de l'histoire du cinéma est dans ce film. Elle est jouée par Lana Turner. C'est discutable. Je suis d'accord. Bon. Patrick, tu veux rajouter quelque chose ? Ce qui est frappant, c'est que c'est cette dimension universelle qu'a pris l'histoire des Trois Mousquetaires, y compris les personnages de D'Artagnan et de ses trois amis. Au moment où Dumas a été transféré au Panthéon, la presse française a beaucoup traité l'événement et a interrogé notamment beaucoup d'écrivains étrangers, fans de Dumas, en leur demandant d'expliquer ce phénomène. Et il y a eu des réponses extrêmement intéressantes. Je pense par exemple Arturo Pérez Reverte, qui est le grand écrivain espagnol actuel de livres, de romans historiques,
et qui a écrit plusieurs romans directement inspirés par Dumas, bon, il a expliqué qu'il avait découvert Les Trois Mousquetaires enfant, et qu'en lisant Les Trois Mousquetaires, il avait découvert le sens de l'amitié, le goût des voyages, le sens de l'aventure, la fidélité, etc. Et il a eu une phrase du genre toutes ces valeurs qui sont complètement universelles. Et puis Umberto Eco, le grand analyste de la littérature et des médias italiens, et puis auteur du Nom de la Rose par ailleurs, lui, il a eu une explication encore plus directe. Il a expliqué, écoutez, c'est pas compliqué. Dumas a créé deux œuvres, en l'occurrence, qui ont atteint le statut de mythe. Les deux œuvres, c'est Les Mousquetaires et puis Monte Cristo, évidemment. Et il expliquait que un mythe, eh bien, c'est une œuvre qui s'inscrit dans une continuité, c'est-à-dire qui prend la suite de plein d'œuvres précédentes. Il explique très bien que Les Trois Mousquetaires, c'est plein de références aux contes. Par exemple, Milady, c'est la sorcière des contes à qui il faut couper la tête. Hein. Et puis, eh bien, c'est une œuvre dans laquelle tout le monde peut se retrouver, quel que soit le pays, quelle que soit l'origine, quel que soit le milieu social. Ça peut plaire absolument, ça peut parler à tout le monde. Et finalement, le personnage de D'Artagnan, qui, d'une certaine façon, dans le roman, est relativement transparent. C'est-à-dire que, bon, on sait qu'il a des parents, mais on ne sait rien de sa famille, de son histoire passée, etc. Il arrive, il découvre le monde. C'est aussi un roman initiatique parfait. C'est-à-dire que au début de l'histoire, c'est un petit jeune qui n'a jamais rien vécu, qui ne connaît rien. À la fin des Trois Mousquetaires, il a découvert l'amour, la passion, il a découvert la passion physique aussi, il a découvert la mort, il a découvert l'amitié, il a découvert le combat. Et au début du roman, c'est un enfant, à la fin du roman, c'est un adulte. Bon, voilà. Tout ça, c'est des choses qui sont compréhensible dans le monde entier, et ça explique la popularité incroyable de ce roman partout dans le monde. D'Artagnan est connu dans le monde entier. On s'en rend pas toujours compte en France, mais c'est pas du tout un héros français, c'est un héros universel. Oui, d'ailleurs, par rapport à Monte Cristo, il y a à la station Alexandre Dumas à Paris, il y a la statue d'Alexandre Dumas tout en haut, et au bas de la statue, comment tu veux représenter Edmond Dantès? C'est un gars avec un haut de forme et un long manteau, super. Non, il y a D'Artagnan, évidemment, parce que D'Artagnan, et c'est pour ça aussi, je pense que il y a eu autant de transcriptions au cinéma, c'est iconique. Ça qui est chiant aussi avec l'adaptation de Bourboulon, c'est quand tu vois pas la distinction rien que dans les costumes, parce que c'est très par l'image, encore une fois que ça passe, c'est pas étonnant non plus que ça ait eu autant d'adaptations en BD, parce que voilà, c'est tellement visuel. Donc, je pense qu'il y a une partie de ça. Après, très personnellement, enfin selon un biais très personnel, donc étant mauricienne, je suis vraiment très d'accord avec ce truc d'une certaine vision de la France, à la fois la France qui se regarde elle-même et la France vue de l'extérieur. Moi, comme je le disais, la première fois que je venais en France, j'ai vu le film des Trois Mousquetaires, ça m'a fasciné. Mais ce que j'ai particulièrement aimé, un peu comme D'Artagnan, c'est qu'en grandissant, je me suis rendu compte que Dumas lui-même achetait pas tant que ça cette vision de la France, et que justement ce que l'étranger en retient n'est pas du tout ce qu'il a écrit. C'est ça que je trouvais hyper intéressant. Il a fait ce truc... le côté universel, je suis assez d'accord, parce que pour moi, la base, dans les contes, il y a un côté même, j'irais plus loin que ça encore, c'est homérique. C'est D'Artagnan, c'est Ulysse, Milady, c'est Circé. Enfin, il y a un côté... parce que Dumas était fan de Homère. Il a grandi dans son château quasiment sans parents, et il s'est tapé tous les bouquins. Quand tu vas au château de Monte Cristo, juste au-dessus de sa tête, au-dessus de la porte, il y a la tronche d'Homère, en fait. Il y a un buste d'Homère. Donc ça, je trouve intéressant, parce que, comme Homère, comme dans la mythologie grecque, contrairement aux contes où là, ça devient très simpliste quelque part, les héros de mythologie grecque sont complexes, sont tridimensionnels, sont humains, justement. Et du coup, cette base universelle est là. Et après, plus spécifiquement, ce côté, t'as raison par rapport à Uderzo, je pense que c'est les deux grands fondateurs de la France. J'ai été naturalisée française récemment, et j'ai fait une cérémonie de naturalisation au parc Astérix. C'est pas grave. J'étais déguisé en Louis XIV.
C'est beaucoup, et j'ai chanté l'international, c'est beaucoup. Et elle a demandé, et elle a demandé aux gens de venir avec une baguette. Oui, une baguette de pain pour me faire une haie d'honneur à la fin. Donc, j'avais conçu toute ma cérémonie et j'ai invoqué 2 parrains. J'ai invoqué Goscinny, purée, n'importe quoi. Goscinny et Alexandre Dumas, parce que, en fait, tous les deux ont cette vision de la France extérieure et intérieure. Dumas, il avait donc ce côté, c'est un homme noir dans la société blanche française, enfin un homme métis, mais bon, considéré comme pas blanc en tout cas. Donc avec ce regard un peu extérieur où il arrive à analyser et à la fois mythifier, à la fois donner un côté un peu idéal, on aimerait bien, mais à chaque fois il te ramène à non c'est des enfoirés, arrête tes conneries. Donc il y a ça. Et Uderzo, il est pas quelque part pas français, il a grandi. Putain, mais j'arrête pas de dire Uderzo. Goscinny, il a pas grandi en France, il a grandi en Argentine et sa plus grande ambition, c'était de devenir illustrateur aux États-Unis. Donc la France, c'était pas du tout dans ses buts en fait. Et il est devenu un peu par accident aussi, pareil, cette espèce de fondateur du roman national français. Mais encore une fois, avec toujours un petit côté ironique, un petit côté un petit pas de côté en fait. Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça plus intéressant que juste Shabadabadal France, Baguette Tour Eiffel, tout ça. C'est le moment où je vais vous demander d'énumérer chacun. On va vous demander à chacun d'entre vous d'en sortir un argument qui doit faire partie d'une adaptation pour qu'elle soit réussie selon vous. D'Artagnan. Ouais. Ok. C'est tout. Okay. Faut réussir D'Artagnan et il y a personne qui le réussit. Les autres? Moi, je l'ai si tu déjà me dis sans Ratos, c'est que Nico me dit Porthos, on va... moi, j'ai déjà dit, c'est la camaraderie. Il faut qu'à la fin du film, on ait envie de boire une bière avec ces gens. Même si parfois ils sont antipathiques, même si parfois c'est des crevards, on doit avoir envie de sortir, d'aller au pub avec eux, même avec Athos qui est un petit peu déprimant au bout de 3 verres. Et je pense que c'est très important. Et si les personnages sont antipathiques, et je trouve notamment que dans la dernière version française qu'on a commentée il y a quelques mois, ils sont antipathiques et c'est un gros problème. Si les personnages ne suscitent pas de sympathie, c'est que l'adaptation est ratée. Au passage, Athos, il est hilarant comme personnage. Enfin, tu dis, il est déprimant après quelques verres, mais il est à mourir de rire dans le roman. Pas que malgré lui, il a cette espèce d'humour hyper sec. Enfin, quand on l'arrête à la place de D'Artagnan, oui, mais c'est quand il est sobre, ça. Ouais, mais justement, mais à chaque fois, il y a cette espèce de côté très et que la BBC a très bien compris au passage. Genre dès qu'on la première scène où on voit Athos, il plonge sa tête dans un seau d'eau glacée et il y a une musique qui démarre à contretemps et on se dit OK, bah voilà, ça c'est le perso. Il est drôle en foutant le seum. En fait, les sources d'humour d'Athos, c'est que dans le roman et comme dans la BBC, c'est qu'il est extrêmement sérieux et que globalement il se fout de tout. Et donc ça fait des décalages dans certaines situations qui créent de l'humour effectivement dans les Trois Mousquetaires de Dumas et la série fait ça assez bien effectivement. Nico, ton argument pour une excellente adaptation, c'est le ou les antagonistes. Si le ou les antagonistes sont ratés, le film ou la série sera pas bon. Et je vais revenir à la série Musketeers. Donc ça fait combien d'euros que j'ai claqué là la série Musketeers, c'est une série qui a ses qualités, qui a ses défauts, mais que j'aime beaucoup. C'est une espèce de, c'est plus qu'un plaisir coupable. Je pense que. Ça en 30 secondes par applaudissement. Qui connaît la série de la BBC? Ouais, pas mal. C'est vraiment plus pour ceux qui n'ont pas vu. C'est vraiment une série à voir. Vraiment. Merci. C'est excellent, oui. C'est une série à voir, et notamment pour le personnage de Richelieu dans la première saison. Le problème, je la cite vraiment à titre d'exemple de mon argument, c'est que c'est une série qui fait 3 saisons. Les 2 premières saisons sont très bonnes, mais déjà la 2e saison se ressent de la disparition de l'acteur qui joue Richelieu, Peter Capaldi, qui ne réapparaît pas dans la saison 2. Il est pas mort, hein. Tu dis la disparition, mais il a juste joué Doctor Who. Voilà, il a disparu à mes yeux. Et dans la diégèse de la série, et dans la 3e saison, malheureusement, n'est pas aussi virtuose, n'est pas aussi bonne, n'est pas aussi qualitative, n'atteint pas un niveau aussi élevé que les 2 premières, précisément parce que, au-delà de l'absence de fil conducteur réel, il n'y a pas véritablement d'antagoniste crédible, il n'y a pas véritablement d'antagoniste à la hauteur des personnages que sont les mousquetaires.
Mais ils ont inventé la menace de la saison 3 d'ailleurs. C'est Grimaud qui, dans les romans, est le valet d'Athos. Le valet d'Athos. Là, C'est quelle idée étrange. Un des méchants s'appelle Grimaud. C'est très très bizarre. En même temps, ce serait vraiment cool que Grimaud il se venge d'Athos en fait. vu ce qu'il se mange, c'est genre horrible. Sa vie est horrible. Non, moi j'ai inventé une backstory de Grimaud à partir de la série pour me convaincre. Non, mais Grimaud c'est un super valet, c'est un ninja. Il a des ninja skills de ouf. Il arrive à évader Beaufort de la prison et tout. Enfin, c'est hyper cool. Il est hyper cool comme perso et il s'en mange plein la gueule. Mais en tout cas, voilà, comme disait Hitchcock, hein, plus réussi est le méchant, meilleur sera le film. Bah là, c'est pareil. Il faut que Milady et Richelieu, à la limite, Rochefort, il peut être réduit à l'état de sbire. Moi, je m'en fiche. Là, dans le film qu'on vient de voir, Rochefort est très bon. J'aime beaucoup le Rochefort qu'on a vu. C'est un acteur que j'aime bien, qui a une voix hyper grave, enfin vraiment, vraiment impressionnant. Et en plus, c'est un acteur qui visiblement savait escrimer. Donc moi, j'aime beaucoup ce Rochefort-là, mais si le tandem Richelieu et Milady est excellent, dans ce cas-là, voilà, en plus des arguments qui ont été cités, l'adaptation sera très forte. Vivement Milady 2. Patrick? Aucune exigence particulière, il faut simplement que ce soit bien fait. Tout est permis, tout est possible, on peut tout imaginer, on peut tout déformer. Simplement, il faut que ce soit réellement bien réussi, bien traité. Il faut que ce soit un bon film. En fait. Voilà, ben oui, en gros, ça se ramène à ça. Mais donc, on peut faire plus ou moins tragique, plus ou moins drôle. L'humour est quand même le bienvenu hein, dans les adaptations des Trois Mousquetaires. Mais enfin, encore une fois, ce qui compte, c'est la qualité de la réalisation. C'est tout. Ça, je suis juste là-dessus pour rebondir, c'est parce qu'on en parlait avec Sarah juste avant. C'est vrai que ce qui compte pour moi en premier lieu, c'est véritablement de faire une bonne œuvre, en fait, un bon film, pas forcément adapté en étant fidèle, mais faire un bel objet filmique ou sériel, faire quelque chose, voilà, qui ait une âme, qui soit une œuvre en fait, et pas quelque chose d'opportuniste. Dans le format, l'épisodique est quand même important aussi, je dirais, parce que c'est vrai que à chaque fois qu'on l'adapte en une seule grosse œuvre, bah souvent c'est Les Ferrets ou un truc un peu balancé viteuf. Mais ouais, je pense que quoi. Non, c'est bien, vous anticipez toutes mes questions, donc je vous connais bien. Non mais voilà, c'est pour ça que je pense que la série BBC c'est une des meilleures adaptations parce qu'au moins c'est une série. Et je pense que côté BD, ben on a totalement une opportunité de faire du feuilleton roman français grâce au webtoon. Notamment. Oui. Et on parlait au tout début en fait de la différence entre les pastiches ou fanfiction et les adaptations. Par exemple, pour moi, la série de BBC et n'importe quelle série qui n'est pas une mini-série est forcément un pastiche ou une fanfiction. Parce que le principe de la série de la BBC, c'est qu'on prend tous les personnages, par contre on efface tous les événements du roman. Il n'y a pas le triple duel, il n'y a pas Buckingham, il n'y a pas les Ferrets, et on leur invente de nouvelles aventures. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec les Trois Mousquetaires, mais là, dans un sens, on n'est plus dans l'adaptation, on est presque dans le pastiche. C'est quand même dans la série de la BBC qu'on apprend que le vrai père de Louis XIV est l'un des 4 mousquetaires. Merci pour le pas de spoil, bien joué. Alors, historiquement, je précise, hein, c'est de la foutaise. Voilà. Ah bon? Il y a même des rumeurs qui disent que c'est Mazarin, donc... Impossible, ça. Il n'était pas là à ce moment-là. Tu as évoqué tout à l'heure, Patrick, certains des poncifs qu'on a l'habitude de voir dans une adaptation. Donc il y a la Trinité de l'Enfer avec un Richelieu machiavélique, une Milady ninja et un Rochefort qui est déjà plus présent que ce qu'il n'est et souvent borgne ou avec une petite balafre. Il y a l'histoire des Ferrets qui est souvent celle qui revient pour servir de structure comme tu l'as évoqué. Est-ce qu'on est pourquoi la majorité des adaptations reviennent sur ces points-là et les utilisent alors que même quelqu'un qui n'a pas forcément lu ou vu les Trois Mousquetaires les connaît? Pourquoi on s'obstine à avoir ces éléments-là? Par facilité, hein, parce que justement tout le monde les connaît, c'est des points d'ancrage, et on se dit on peut pas parler des Trois Mousquetaires sans passer par ces trucs-là, mais c'est une erreur, on peut très bien s'en passer. D'ailleurs, dans le film qu'on vient de voir, l'affaire des Ferrets ne ressemble absolument plus. Il n'y a pas de Ferrets, d'abord, il y a bien un voyage vers l'Angleterre, mais qui tourne court et qui est pour des motivations qui n'ont rien à voir avec l'histoire des Ferrets. Je pense que c'est d'ailleurs assez propre à ce film, hein, dans les adaptations cinématographiques qui se veulent être plus ou moins proches du roman, c'est rarissime qu'il n'y ait pas l'histoire des Ferrets proprement dite.
Et au passage, il y en a marre. Hein. Vraiment, les ferrés, j'en peux plus. J'en ai plein le cul. Genre, faut qu'ils arrêtent. Moi, je n'avais pas vu ce film depuis très longtemps et j'étais persuadé qu'on allait les voir. Et en fait, j'étais très agréablement surpris justement qu'on évacue la chose. Je pense que l'affaire des ferrés, excuse-moi Nico, elle revient souvent parce que finalement dans le roman c'est peut-être le seul moment où ils sont purement héroïques si on veut, parce que la plupart du temps dans le roman, comme je disais, ils s'occupent un petit peu de leurs propres affaires. Non mais c'est ça, ils zonent, des ils gros dansent, zonards. ils boivent, ils s'occupent de leur maîtresse, de leurs amis, ils s'occupent beaucoup des uns des autres. C'est la ZAD de Tréville. Mais clairement l'intérêt de la France, du roi et de la reine, c'est pas leur intérêt majeur dans la vie. Donc le moment des ferrés, c'est vraiment un peu le moment héroïque où on va se battre. Géopolitique aussi, Ouais, c'est ce il y a que j'allais dire. l'Angleterre. Ça permet de machin. placer le contexte et de caractériser Anne d'Autriche. C'est un post qui traînait sur Tumblr et qui est hyper drôle. C'est genre adaptation des Trois Mousquetaires. Oh mon Dieu, les francs-maçons ont entourdi un complot contre le roi impliquant les protestants et les Anglais et les Espagnols. Comment allons-nous faire, cher Athos et machin. Et genre les Trois Mousquetaires, le roman. Si jamais ma maîtresse me donne pas d'argent pour me racheter des chaussettes, je me tue. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est genre, j'aimerais plus de trucs où ils sont juste des gros losers, zonards. Mais les ferrets, c'est quand même, c'est vraiment par là que moi j'ai vraiment découvert cette œuvre, parce que moi j'ai découvert les Trois Mousquetaires avec les dessins animés sur les chiens, etc. Bon. Et ensuite c'est quelque chose qui revenait en boucle, mais c'est une intrigue qui, jusqu'à ce que je lise le roman, moi me passionnait, parce qu'on était vraiment en présence d'une intrigue qui se finissait un peu comme s'achevait une intrigue de James Bond ou de film d'action, c'est-à-dire que la solution arrive quasiment à la dernière seconde, c'est-à-dire que la reine exhibe ses ferrets qu'elle n'a pas 2 minutes avant, et c'est quelque chose que du point de vue scénaristique j'adore en fait. C'est vraiment la bombe qui s'interrompt à 2 secondes de la fin, et où comment dire, la Terre qui est sauvée d'une menace je sais pas quoi à 2 ou 3 minutes de l'explosion suprême. Je sais pas si on voit ça dans des romans antérieurs, en non, fait, mais type oui, de mais suspense. par contre, c'est pas trop dans le roman non plus, en vrai. Alors, dans le roman, c'est vraiment pas très présent. Mais il y a pas une notion de countdown à ce point, quoi. Non, en général, c'est beaucoup plus simple exploité dans les. Dans le roman, l'intrigue. Mais ça, c'est très hollywoodien, le countdown. Surprise, oui, totalement. Mais ce qui est vrai, c'est quand j'ai lu le roman, tiens, lapsus révélateur, quand j'ai lu le roman, je voyais que l'intrigue des ferrets, c'était quelque chose presque parmi d'autres, au milieu d'une intrigue qui est celle d'une première partie, où ça raconte vraiment les Charlots Mousquetaires. C'est-à-dire que les mousquetaires qui ont leur vie quotidienne, qui font n'importe quoi de leur vie, et qui se retrouvent même à essayer de vivoter dans un monde de transition vers une monarchie absolue qui sera de plus en plus chiante à leurs yeux, en fait. Ce qu'on verra dans le Vicomte de Bragelonne. Mais les ferrets, c'est pas quelque chose qui tient une place importante dans le roman, et c'est ce qui m'avait vraiment frappé à la lecture, puis même encore à la relecture, en me disant mais c'est pas possible, c'est 20-30 pages. C'est comme l'intrigue du Masque de Fer dans le Vicomte de Bragelonne. Le Vicomte de Bragelonne, ça fait 1500 pages. Le Masque de Fer, c'est quelque chose comme 100-150 pages en réalité. À ceci près que l'intrigue du Masque de Fer dans le Vicomte de Bragelonne est la meilleure partie du Vicomte de Bragelonne, ce qui n'est pas du tout le cas de l'intrigue des ferrets dans les Trois Mousquetaires. Dans l'intrigue des ferrets, c'est D'Artagnan va en Angleterre, il perd ses 3 potes sur la route. C'est pas grave, il continue. Là aussi, on retrouve Ulysse, au passage. Tout à fait. Et la partie la plus intéressante de cette intrigue, ce n'est pas D'Artagnan qui va en Angleterre, c'est D'Artagnan a déjà tout fait. Il va récupérer ses 3 poteaux. Et on a un chapitre par poteau qu'il va récupérer. Et c'est... Moi, j'ai toujours beaucoup plus aimé cette partie en fait que toutes celles héroïques qui l'a précédée. Moi, c'est mon passage préféré, c'est quand le valet de Porthos raconte son histoire, le truc qui a rien à faire là. Et en fait... Ton passage préféré, c'est l'histoire de Mousqueton. Patrick, tu voulais dire un truc? Non, je voulais... Pardon. Juste revenir sur le fait que l'épisode des ferrets, c'est quand même, d'un point de vue scénario, c'est ce qu'il y a de plus structuré dans le roman. Donc, quand on veut faire une adaptation, c'est là-dessus qu'on tombe assez naturellement. Et juste pour l'anecdote, il y a 2-3 ans, j'ai entrepris de lire Les Trois Mousquetaires à ma petite fille qui avait 7 ans, je crois. Bon. Et je lui ai lu, d'après le roman de Dumas, alors en élaguant des passages qui ne convenaient pas, enfin qu'elle ne pouvait pas comprendre, mais jusqu'à la fin de l'épisode des ferrets, je lui ai lu sans problème, donc en élaguant un peu, mais ça fonctionnait très bien. Après, je me suis arrêté parce que ça devenait incompréhensible. Ça part dans tous les sens, ça devient
très diffus. Il y a des considérations sur le fonctionnement de la vie politique, de la monarchie. Il y a des préparatifs pour la guerre. Il n'y a plus du tout cette notion de suspense, de tension, etc. Ça devient très compliqué. Et donc, avec des enfants, les ferrés, ça passe très bien. Au-delà, ça marche plus, quoi. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que si tu l'adaptes effectivement du point de vue action, géopolitique, aventure, etc., ce que la majorité des gens font, effectivement, vaut mieux que tu te raccroches au ferré. Par contre, si tu l'adaptes du point de vue que donc les Dumario le défendent, que nous, qui nous intéresse nous, c'est-à-dire uniquement du point de vue des personnages, des relations qu'ils ont entre eux, des dynamiques qu'ils ont entre eux et leur background, parce que moi, ce qui me fascine dans la relation Athos-D'Artagnan, c'est que D'Artagnan, c'est le moteur de l'histoire, littéralement le protagoniste, celui qu'on regarde se battre. Et Athos, c'est celui qui a la backstory. La backstory à Unlock. C'est pour ça que j'avais insisté dans le podcast qu'on avait fait sur le film de Bourboulon, que les ferrés, on s'en bat la race. C'est chiant en plus comme histoire. C'est une vraie anecdote historique qui est nulle. C'est-à-dire, genre, la reine a des problèmes, on lui a volé les ferrés, Buckingham les a. Non, finalement, il les a pas. Mais c'est pas grave, il a un joaillier, il va les refaire. Et puis voilà, tiens, les ferrés, et voilà, basta. C'est genre, la solution à ce problème, et pas GG. C'est genre, à mon sens. Par contre, comme tu dis, Sarah, quand il récupère ses potes après, en fait, il y a toute la scène, enfin, tout le chapitre, la femme d'Athos, et que, du coup, on a la révélation de ce truc, comme je te dis, qui m'avait accroché quand j'avais vu le film en 93. Joyeux anniversaire, d'ailleurs, on est en 2023, ouais, c'est 20 ans plus tard. 20 ans après! 30. Pardon, 30? Ah non, merde. Oh, zut. Pardon, c'est vrai que ça nous rajeunit pas. Je saute toujours 2003. Donc voilà, on y vient. Mais c'est juste que là, ça devient intéressant si on se place du point de vue, pas donc du shonen, pas de la quête initiatique du jeune homme qui a des potes et qui va à l'aventure, mais du shoujo, c'est-à-dire des mecs complexes qui ont des relations entre eux particulières aussi, et où ça va en fait, et quelle est la clé de toutes ces relations. Ça, par contre, c'est ce qui m'a fait tenir le roman jusqu'au bout et qui m'a encore fait plus bouffer 20 ans après, parce que 20 ans après, tu as l'évolution de ces relations et avec une précision, avec une intelligence, avec un brio qui est vraiment, pour moi, inégalé. Nico, très vite. Très vite. D'ailleurs, la question des ferrets, je trouve qu'elle pose vraiment la question de l'adaptation. Qu'est-ce qu'on veut raconter quand on adapte Dumas? Et je pense à un film de 1953 qui s'intitule Les Trois Mousquetaires, hein, bien entendu, d'André Hunebelle, qui fait le choix drastique de limiter le récit à la première partie du roman. Ça ne va pas plus loin. C'est au point d'ailleurs que Milady là-dedans n'est qu'une comparse. Elle n'a pas du tout de relation avec Athos, il n'y a pas de mystère derrière. C'est véritablement une des agents du cardinal dont la dernière apparition dans le film est la suivante. Elle n'est pas décapitée, mais elle est laissée sur le quai de Douvres par un D'Artagnan qui embarque les ferrets à sa place et qui lui dit bye bye connasse. Enfin voilà, vraiment c'est dans ce sens-là que c'est véritablement la dernière apparition de Milady dans le film. C'est vous dire, le film ne parle que véritablement de l'affaire des ferrets. Et c'est un choix qu'on peut trouver critiquable ou autre, mais en attendant, le film en devient tout à coup très cohérent. On ne s'ennuie pas une seconde. C'est dialogué par Audiard en plus, donc il y a des petites phrases assez marrantes, notamment portées par Bourvil qui joue Planchet et qui joue une espèce de Planchet un peu bolchevique, hein, qui arrête pas de casser le système de l'Ancien Régime. Mais voilà. Le film ne parle absolument pas de la lutte du bien contre le mal, de Milady, etc., d'Athos féminicide, hein, et de Milady, et même ni même de géopolitique, mais qui se limite en fait à cette intrigue des ferrets. Et du coup, on a un film qui a un début, un milieu, une fin, et qui se tient tout seul, sans être véritablement parfait, mais en tous les cas, qui a sa cohérence. Tout à l'heure, je vous ai demandé à chacun un argument qui fait qu'un film des Trois Mousquetaires peut se targuer de la filiation, etc. Dans le même ordre d'idées, j'aimerais vous demander à chacun un argument qu'on ne voit jamais ou rarement dans une adaptation qui vous manque, que vous aimeriez bien voir. Moi, je dirais le gros problème, c'est Aramis et Porthos, les grands sacrifiés. C'est-à-dire, dans l'écrasante majorité des adaptations, Aramis et Porthos ne sont pas là parce que il n'y a pas le temps. Donc, ils sont poussés de côté. Alors, ils ont des rôles de pure comparse. Des fois, ils sont très peu caractérisés. Dans le dernier film, le film de Bourboulon.
Là, ils avaient perdu tout trait de caractère. Ils étaient juste là, c'était les deux comparses à côté de Vincent Cassel. Ils faisaient rien. Et à un moment, ils disparaissent à la moitié du film. On les revoit plus avant la fin. Et c'est le cas. Quelqu'un dit Ouais, c'est on pas a vrai. Martha Bourboulon dans la salle. On reviendra dessus tout à l'heure, promis. On fera un petit passage si on a le temps dans la salle. Donc, en général, c'est les grands sacrifices d'adaptation. Donc, pour moi, c'est toujours un point fort quand ils sont là, parce que c'est très rarement le cas. Donc, quand ils sont là, quand ils sont vraiment caractérisés, quand ils ont une vraie présence. Quelqu'un d'autre, un argument? Vas-y, Patrick. Moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que dans la plupart des adaptations en film et souvent dans les suites, etc., romanesques, D'Artagnan devient un pur héros, sans peur et sans reproche, ce qui n'est pas du tout le cas du personnage de Dumas, parce que dans Les Trois Mousquetaires, il faut quand même se souvenir qu'il viole Milady, il séduit la servante de Milady, Ketty, de façon absolument scandaleuse en la manipulant pour pouvoir arriver, pénétrer auprès de la maîtresse de Ketty, et de façon vraiment honteuse. Il y a des remarques de Dumas sur D'Artagnan dans le roman qui sont extrêmement négatives. Il y a par exemple un moment où Dumas dit et notre rusé gascon était heureux de rassembler des informations sur ses trois amis dont il comptait bien se servir pour dont il comptait bien se servir pour assurer sa carrière future. C'est pas du tout mot à mot, mais c'est vraiment ce que ça veut dire. Donc, la camaraderie. oui, non mais donc Dumas trace un portrait de D'Artagnan qui est pas du tout un pur héros sans peur et sans reproche. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui disparaît presque toujours. Le mythe d'Artagnan s'éloigne sur ces points-là très fortement de son point de départ. C'est quand même assez intéressant. Nico? Il y a beaucoup de choses qui sont immontrables, en fait. Enfin, immontrables, tout est question de point de vue, mais qui sont difficiles à montrer dans des adaptations d'une œuvre qui, pendant longtemps, et même encore maintenant, est réputée à tort comme un livre pour enfants. Les viols, tout ce qui est rapport aux femmes, la fourberie du personnage, l'exécution finale de Milady qui... alors on peut la défendre sous l'angle métaphysique. Il faut, comme la justice des hommes est imparfaite, il faut absolument liquider cette force du mal avant qu'elle ne commette davantage de mal encore. Mais malgré tout, ça reste aussi, on peut aussi voir cette exécution comme une espèce de féminicide qui cette fois aboutit, c'est-à-dire qu'ils achèvent l'œuvre d'Athos. Mais c'est cette complexité-là, je dirais, cette malfaisance inhérente un peu à ces personnages que malheureusement on ne retrouve pas. Il y avait un autre élément qu'on retrouve peut-être pas assez dans les adaptations, ce sont les valets. Chaque mousquetaire a son propre valet attitré qui est son décalque caricatural presque. Alors il serait dur à mettre les valets quand Mais même. Ce serait voilà. compliqué à gérer narrativement. Comment on les case dans un film? Pour moi, c'est mission impossible. Alors Dans qu'ils une sont série super ou dans en 20 ans BD. après, pour le coup, ils ont plein de rôles dans 20 Ouais. ans après. Mais il faut adapter 20 ans après, en fait. C'est tout. Non, 20 ans moi, après, c'est moi je très dirais, autant D'Artagnan, en vrai, pour moi, il a eu au moins une bonne incarnation au ciné, c'est Philippe Noiret dans La fille de D'Artagnan. Parce que là, je retrouve un peu le mec un peu fourbasse, à la fois très sympathique, mais un peu fourbasse. Il y a toute une scène où justement il emberlifique Plancher en lui faisant des maths de l'espace. Que j'aime beaucoup, parce que là je me dis ouais, ça c'est D'Artagnan, ça c'est vraiment un petit bâtard et je l'aime beaucoup. Donc voilà, je me plaignais qu'il n'y avait pas assez D'Artagnan, mais en vrai, je pense qu'il y en a certaines dans la salle qui le sauront. Moi, je veux surtout Athos et D'Artagnan, en fait. En fait, le bouquin ne peut pas se comprendre au-delà du côté D'Artagnan et moteur et Athos à la backstory. Ils ont une réelle, profonde tendresse l'un pour l'autre, en fait. C'est genre, ils ont une obsession l'un pour l'autre. Ils sont genre collés en permanence en mode oh, D'Artagnan, t'es extraordinaire. Oh, Athos, vous êtes ouf. Je vous kiffe trop. Et dans la plupart des adaptations, c'est un peu ça va ouais, et toi on est potes, ouais, on garde une distance d'1 mètre quand même parce qu'on est hétérosexuel, attention. Donc bon voilà, moi évidemment je les interprète comme étant plutôt amoureux l'un de l'autre, mais au-delà de ça, on n'est pas obligé de les montrer en train de se galocher.
mais j'ai quand même besoin de quelque chose. C'est littéralement la relation principale qui drive tout le roman jusqu'à la fin, jusqu'à effectivement l'exécution de Milady. Si on ne comprend pas la relation entre Athos et D'Artagnan par rapport à ce point majeur, ben on comprend rien. En fait, c'est effectivement autant faire que les ferrés, quoi. Ouais, parce C'est une qu'Athos, relation- je finis là juste un instant, mais Athos, il exécute, je crois, enfin, il fait exécuter, pardon, Milady pour protéger Enfin, D'Artagnan. c'est enfin. c'est le bourreau qui l'exécute, Oui. mais après, ce que j'adore, c'est que dans 20 ans après, on se rend compte à quel point ils se sentent merdeux, en fait, ces gens. C'est limite, souviens-toi l'été dernier, cette nuit-là, en fait, pour eux, Ouais, sauf ouais. Porthos, qui est là, genre, non, moi j'ai très bien dormi, tranquille. Ouais, Et il Porthos qui régresse. dit une vérité profonde que j'adore, qui est mais on n'a pas arrêté de buter plein de gars toute notre vie. Pourquoi cette meuf-là vous crisez dessus? C'est quoi le souci? Donc ça c'est hyper drôle aussi. Je kiffe Porthos. Mais ouais, c'est genre ils se sentent mal en fait. Ils ont vécu un truc traumatisant à la fin du bouquin. Ils se sentent tous merdeux. Enfin Ça sauf va. Porthos. Sarah? Sachant que cette relation affective très forte entre D'Artagnan et Athos se continue dans 20 ans après. Alors, tu vois ce que tu veux, mais de fait, Athos appelle D'Artagnan régulièrement mon fils dans 20 ans après. Bon, d'accord, je suis d'accord, il n'est pas assez âgé pour être son père. Il n'empêche que ça montre que c'est une relation affective extrêmement forte, qu'aucun des deux n'a avec Porthos et Aramis, même s'ils s'aiment beaucoup comme des frères. Et elle continue également dans Le Vicomte de Bragelonne, donc c'est une relation sur 30 ans et qui est, quelle que soit la façon dont on l'interprète, qui est extrêmement forte et puissante et qui n'ont avec aucun autre personnage du groupe. Et c'est d'autant plus étrange que vous avez été plusieurs à signifier. On a souvent Porthos et Aramis qui sont occultés, bon, pour mettre en avant Athos et D'Artagnan, mais que pour autant, de liens entre eux, on en constate que ça manque beaucoup. Mais c'est difficile aussi de virer complètement Athos de l'histoire parce que c'est facile de virer Porthos et Aramis. Par contre, si tu vires Athos, tu vires Milady. Donc, comme dit Nico, si tu vires Athos comme personnage important, eh ben, tu vires carrément l'intrigue Milady et la moitié du roman. Je vais encore agrandir le débat en parlant d'adaptation au sens très large du terme. Patrick, est-ce que toi, il y a des adaptations qui peuvent sortir du médium cinématographique ou télévisuel que tu retiens, dont tu voudrais parler? Maëva, je te relance après sur la version coréenne. Oui, alors dans le domaine romanesque. Alors, écoute, moi, comme je disais tout à l'heure, je crois, j'en recense plus de 600, donc je vais avoir du mal à en faire un condensé express. Hein. Il y a des romans inspirés par les Trois Mousquetaires qui sont de purs chefs-d'œuvre. Alors, il y en a beaucoup qui sont très, 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 très mauvais, hein, mais à un point qu'on peut pas s'imaginer. Mais il y en a vraiment qui sont très très bons. Alors à quoi peut-on penser comme ça de but en blanc? Il y a les mémoires d'Aramis de Dufresne qui sont vraiment remarquables. C'est Aramis dont on se souvient que c'est le seul des quatre mousquetaires qui n'est pas mort à la fin du Vicomte de Bragelonne. Donc le seul qui poursuit son existence, et beaucoup plus tard, très vieil homme, arrivé au sommet des honneurs, de la richesse, etc., puisqu'il est duc d'Alameida en Espagne, général des Jésuites, richissime et tout ça. Bon, très vieil homme, il dicte ses mémoires à sa dernière maîtresse, qui doit avoir à peu près 50 ans de moins que lui. Alors, ça permet de revenir sur toute sa vie, toutes ses ambitions qui à la fois sont arrivées, l'ont mené le plus haut que là c'était possible, mais en même temps avec une espèce de déception et d'amertume permanente. Et puis le fil directeur de son existence, c'est l'amitié avec ses trois amis disparus. C'est ce qui a éclairé sa vie, qui par ailleurs a été consumée par l'ambition. Ça, c'est un livre magnifique. Bon, il y en a plein d'autres, y compris dans des registres très différents, que ce soit des transpositions en science-fiction ou dans des époques différentes. Il y a une merveille, c'est le double roman Furioso et Fracasso de Woldemar Lestienne. Pour les gens qui nous C'est écoutent, assez- tout le monde hoche la tête autour de la table. C'est assez oublié aujourd'hui. Il y a un menu problème, c'est que ça n'est plus disponible en librairie depuis très longtemps. Mais la bonne nouvelle, c'est que en 45 secondes, vous trouvez ça sur les sites de vente de livres d'occasion
pour 1 euro le volume, ou à peu près. Furioso et Fracasso, c'est une espèce de transposition des 3 mousquetaires pendant la Seconde Guerre mondiale, les 4 mousquetaires étant des combattants de la France libre, envoyés en mission dans l'Allemagne nazie. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que l'histoire ne ressemble en rien à celle des 3 mousquetaires, vu le contexte qui n'a aucun rapport. Leurs aventures sont totalement différentes, mais quand vous lisez les 2 romans, vous retrouvez toutes les scènes clés de la trilogie de Dumas dans un ordre complètement différent, dans un contexte complètement différent. C'est une espèce de puzzle fabriqué à partir de la trilogie de Dumas. C'est absolument virtuose, ça fonctionne de façon formidable. Les personnages prennent une ampleur absolument incroyable. Milady, celle de Dumas, est une jeune fille d'un couvent religieux à côté de celle de Woldemar l'Estienne, qui est la maîtresse. Enfin bon, je vais pas entrer dans tous les détails. Mais enfin, bref, cette œuvre-là, je vous la conseille fortement. C'est un jeu à partir des 3 mousquetaires et ça donne un résultat complètement sidérant. Voilà. Bon, j'en resterai là. Merci. Les autres, je vais devoir vous demander de faire plus rapidement pour votre name drop. On parle donc d'adaptation littéraire là ou... Au sens très large du terme, si tu veux en citer une qui... Bah, dans ce cas-là, je vais déjà, j'approuve les 2 exemples donnés. Et je vais en citer un autre que j'ai découvert justement sur Pastiche Dumas et que j'ai énormément aimé. C'est une trilogie young adulte qui s'appelle Le Simulacre. Jean-Luc Marc Castel. Ouais, c'est ça. Une trilogie, alors c'est du steampunk. Il y a des bateaux volants, comme dans les Mousquetaires 3D. Il y a aussi des castels volants, il y a des extraterrestres. C'est dans le monde du XVIIe siècle, mais après que les extraterrestres soient venus en fait envahir le monde et la France. Et c'est dit comme ça paraît ahurissant. Ah ouais, je souffre. Hein. Et c'est excellent. Ça, les défauts en fait d'un roman young adulte, c'est-à-dire que le style reste relativement simple. Par contre, c'est écrit par un je préfère ne pas trop le résumer parce que déjà c'est assez complexe. Et de toute façon, on doit faire vite, hein, pour rappel. Oui, mais en tout cas, c'est une Amine, très grande qualité. Ça se voit que la personne en question connaît extrêmement bien à la fois les 3 mousquetaires et 20 ans après. Les personnages sont super bien réutilisés. Ils sont très très bien caractérisés. J'aurais jamais. Les couvertures sont absolument hideuses. Donc c'est un livre que je n'aurais jamais lu en fait en Pastiche Dumas. D'autant plus que le côté steampunk m'aurait chaudé après Mousquetaire 3D, mais je le conseille fortement. Et on y découvre que Aramis va jusqu'à trahir la totalité de la race humaine. Nice. Voilà, c'est un argument qui vient de faire pour Maëva. Nico ? Là, on a vraiment cité mes adaptations littéraires préférées, à savoir Le Simulacre et Furioso Fracasso. Moi, je me suis éclaté à la lecture. Je voudrais juste parler non pas d'une adaptation littéraire, mais d'une adaptation en dessin animé qui est Sous le signe des mousquetaires. Et c'est vraiment une adaptation que j'adore parce que y a des rebondissements permanents. Il joue constamment avec les personnages, notamment avec celui d'Aramis, qui en fait est une femme dans les mousquetaires, mais qui doit évoluer dans un milieu d'hommes. Et c'est à l'origine de gags et de mystères autour de ce personnage que je trouve vraiment, enfin, ça contribue à rendre cette série absolument fascinante. C'est une réussite en termes de série animée, même si quand je voyais ça il y a 30 ans, je me disais c'est pas du tout fidèle à Dumas, j'étais vraiment conservateur là-dessus. Mais en redécouvrant cette série, vraiment, je me suis éclaté. Voilà. Et il y a un générique sympa. Otile, pour conclure. C'était quoi la question ? Une adaptation que tu voulais... Oui. La Milady Corée, d'Agnès Maupré, tout simplement, c'est le top du top. Il y a rien de mieux qui s'est fait pour moi. C'est de la très bonne BD, c'est très joli, c'est intelligent. C'est donc l'histoire des mousquetaires racontée du point de vue de Milady. Elle remplit là où il manque des trucs, et de façon là aussi très intelligente. Ça permet vraiment de comprendre... et en même temps, c'est ça que je trouve particulièrement bien foutu dans son truc, c'est que Milady est pas non plus complètement un autre personnage. Elle s'est vraiment basée sur celui de Dumas, mais en étoffant un peu, certes, pour le coup, en présentant les mousquetaires sous un très très mauvais jour. Donc limite, elle les noircit beaucoup plus qu'ailleurs, mais du coup, je trouve que c'est une adaptation limite beaucoup plus fidèle que tout le reste, parce que justement, au moins, ils sont présentés un peu comme des connards.
Il y a l'adaptation télévisuelle coréenne aussi, je crois. Oui. Très rapidement. Il y a un K-drama sur les Trois Mousquetaires. Alors, c'est pas extraordinaire, mais c'est rigolo en fait de voir la transposition parce que D'Artagnan devient Park Dalian, qui va passer parce que c'est un pays confucéen du XVIIe siècle, c'est l'ère Joseon. Et il va du coup passer son examen pour devenir fonctionnaire en fait, pas mousquetaire. Et après du coup oui, Athos c'est une espèce de prince coréen, donc qui garde le côté noble dans le truc. Milady c'est Miryung. Et ah oui, et Planchet c'est Pansé, ça j'ai beaucoup aimé aussi. Donc bref, il y avait de la transposition. Tous les noms sont pas transposés comme ça, mais j'ai beaucoup ri à cette transposition. Et ce qui est rigolo, c'est que la géopolitique, c'est avec la Chine en fait. Enfin, les problèmes géopolitiques sont avec la Chine. Donc la transposition est fun. Les mecs sont plutôt jolis. Ce qui moi est important dans les adaptations des mousquetaires, il faut des bichonnen. Donc ouais, plutôt cool comme adaptation. Pas extraordinaire, mais juste pour la curiosité, allez-y. Amine, est-ce qu'on a le temps pour une ou deux questions dans la salle? Oui. Alors, il y a le monsieur qui voulait réagir sur Bourboulon, je crois. Non? Je vais t'amener un micro. Merci beaucoup. Non, je réagis pas par ailleurs par rapport à Martin Bourboulon parce que moi j'ai aimé le film, mais pour le coup, je pense que Martin Bourboulon n'est pas l'un des points forts de cette adaptation. En fait, pour le coup, j'en ai vu des adaptations des Trois Mousquetaires. Je pense que j'ai à peu près tout vu. J'ai même vu Milady et les Mousquetaires de Vittorio Cotafavi. C'est pour dire à quel point j'ai vu des trucs obscurs. Je trouve que l'adaptation récente qui en a été faite, qui donne lieu du coup à cette séance ce soir avec la sortie du deuxième volet, est très très loin d'être honteuse. Au vu de la manière dont vous la décrivez, on a vraiment l'impression que c'est entre en filigrane une grosse merde, ce qui est quand même pas vrai. Notamment, pardonnez-moi, mais votre raccourci sur l'utilisation de Porthos et Aramis me semble assez réducteur, puisque ils font leur choix d'adaptation, hein, eux aussi, ils ont décidé de trahir Dumas comme Dumas trahissait l'histoire, hein, pour lui faire un bel enfant. En l'occurrence, le rôle que joue Porthos et Aramis au moment où Athos est mis en prison me semble tout à fait intéressant. Le moment où Aramis, ils font quoi? Ne me coupez pas, et puis je dirais, le moment où Aramis, par exemple, torture l'homme pour le faire parler me semble être un moment qui met en valeur assez bien le personnage. Par ailleurs, je pense que la performance de Romain Duris en Aramis est tout à fait intéressante. Je trouve qu'il fait un très bel Aramis. Donc, juste dire qu'ils ne servent à rien me semble un petit peu réducteur et un peu passager. Ensuite, est-ce que l'adaptation, parce que j'ai entendu qu'elle était opportuniste, est-ce que l'adaptation est opportuniste? Je sais pas. Elle n'est pas plus opportuniste qu'une version américaine disneyisée des Trois Mousquetaires dans les années 90. Je pense que refaire aujourd'hui les Trois Mousquetaires avec les méthodes de filmage actuelles et les enjeux de la France contemporaine a du sens. Voilà. Rapidement, si vous voulez un droit de réponse. Non, par contre, ouais, je suis pas du tout d'accord. Hein, le coup de Porthos et Aramis, ils font rien par rapport à Athos. Enfin, c'est catastrophique. Tréville leur dit vous restez à votre place et ils restent à leur place. C'est le frère, le personnage inventé du frère d'Athos qui vient le sauver. Oui, enfin super. Hein. Mais quand il s'agit de sauver le gars qui va mourir, ils font rien, littéralement rien. Oui, encore heureux, ils font un truc. Bravo. Oui, mais pas de façon très intéressante non plus. C'est-à-dire qu'on aurait mis Jean-Pierre et Jean-Paul à leur place, je pense que ça aurait donné à peu près la même chose. Bah, ce qu'elles sont, c'est qu'on s'est un peu fait chier quand même. C'est-à-dire qu'ils sont pas très intéressants en tant que personnages. Vous parlez de la scène de torture d'un vieil unijambiste de plus de 60 ans qui ne présente à peu près aucune menace, à qui on aurait donné 2 sous, peut-être qu'il aurait filé la bague. Il a aucune raison, l'unijambiste, de garder la bague pour lui, les infos pour lui. Mais Aramis, soudain, en fait son ennemi mortel, pour aucune raison, et juste pour avoir ce côté un peu Jack Bauer badass à lui donner, soudain, en fait, il taille des crucifix, il le menace, etc. Et clairement, cette scène est pompée de BBC Musketeers, en fait, où Aramis, effectivement, tient en joue un gars pour le faire avouer. Mais c'est pas l'équivalent, quoi. Enfin, moi, j'ai été gêné par cette scène parce que je me dis, mais pourquoi il est vénère comme ça? C'est un vieux gars. C'est littéralement le plus vieux gars qu'ils ont trouvé. Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Oui,
Du coup, je suis d'accord que Porthos, comme d'habitude, il est laissé de côté dans l'adaptation de Bourboulon. Mais pour Aramis, je trouve que justement c'est intéressant parce que la scène de la torture, c'est vrai, elle manque de subtilité, elle est peut-être pas très bien faite, mais ça introduit le fait que ça peut être un personnage un peu dark dans le Vicomte de Bragelonne. Et c'est une des rares adaptations où on montre ça parce que d'habitude, Aramis, tel qu'on le voit dans les films, on n'imagine pas qu'il puisse avoir un rôle important plus tard. Donc c'est un point positif pour moi. On voit pas la suite dans le film. C'est pas du tout exploité dans le film. Et je revenais d'ailleurs sur le caractère opportuniste de ce film. Oui, c'est un film qui est opportuniste puisqu'il prétend moderniser Dumas. Mais qu'on se foute pas de ma gueule. Pardon de l'exprimer de cette sorte. Un peu ils ont pas arrêté de chier sur le bouquin aussi. Au passage. Ils prétendent, ils ont l'arrogance et l'outrecuidance de vouloir soi-disant moderniser une œuvre qui n'a pas besoin d'être modernisée, qui est déjà ultra moderne et qui est déjà en avance sur ce qu'est ce film en réalité. 100% d'accord. Une dernière question dans la salle, non ? Non. Merci aux personnes qui ont voulu prendre la parole. On va conclure. Je veux bien ton avis sur le film de Bourboulon, Patrick, vu que les autres ont eu l'occasion de s'exprimer. Moi, je dirais que j'ai trouvé que c'était un bon film d'aventure, que le film tel quel, en tant que tel, se tenait très bien, qu'il se regardait avec plaisir. Alors, qu'il soit fidèle ou pas au roman de Dumas, ça, on peut en discuter interminablement. En fait, moi, j'ai vu dans mon réseau de Dumasiens passionnés, j'ai vu deux types de critiques. Il y a ceux qui sont des puristes du roman et qui estiment que le film prend des grandes libertés par rapport à la trame du scénario. Ça, c'est parfaitement exact. Mais enfin, si on refuse de bouger en quoi que ce soit le récit initial, c'est pas la peine de faire des adaptations. Enfin bon, c'est pas une critique très intéressante, quoi. La deuxième critique, c'est ceux qui pensent que dans Les Trois Mousquetaires, ce qui est réellement intéressant, c'est les relations entre les quatre mousquetaires, l'amitié qui est au cœur du récit. Ce qui est parfaitement exact, et ça, c'est un aspect qui n'apparaît pas beaucoup dans le film de Bourboulon. C'est vrai, ça, je comprends tout à fait cette critique-là, mais c'est quand même un thème qui est un peu plus difficile à rendre dans un film que un pur scénario d'aventure. Les auteurs ont voulu faire un grand film d'aventure et en tant que tel, c'est plutôt réussi. Voilà. Maintenant, pour avoir une opinion définitive, il faut attendre la deuxième et dernière partie qui va sortir de façon imminente. Oui, puisque au moment où on enregistre, on est le 3 décembre et donc le film en question sort le 13, si je dis pas de bêtises. Et transition tout trouvé alors déjà petite information, donc on a fait un film à l'époque au Majestic Passy quand il est sorti. Et donc si vous voulez écouter l'avis de nos amis ici présents, allez sur le flux du podcast. Et il s'avère que on ne pensait pas qu'on le ferait pour la deuxième partie, mais on a été conviés à l'UGC Cinécité Bercy le 16 décembre, donc a priori à 19h30, pour voir le film et qui sera suivi d'une autre intervention. Donc, c'était pas prévu, mais bon, on nous a invités, on a dit oui. Donc, si vous voulez en être... Séance spéciale, haters. Venez le 16 décembre à 19h30. Si ça se trouve, on va donner sa chance à Milady, d'autant que... Non, oui, mais après, bon, voilà. J'attends de voir. Hein. Oui, non, mais pareil, en vrai, j'en attends tellement rien à ce stade que, justement, je me dis, ça sera peut-être une fanfic un peu sympa. D'autant que la bande-annonce promet quelque chose de différent et pas une adaptation précise, donc pourquoi pas. La bande-annonce me dissuade, hein, mais j'attends de voir quand même. Avec l'excellent Richelieu. On verra à partir du 13 et le 16 donc à l'UGC Cinécité pour ceux qui veulent nous rejoindre. J'ai conclu en disant que pendant les fêtes, il y aura des émissions variées qui ne seront pas que sur Dumas. On reprendra bientôt notre marathon sur Dan Harmon. Il va y avoir des choses sur Doctor Who, il va y avoir des choses sur les livres dont vous êtes les héros. Donc voilà, le flux, hommage collatéral, c'est plusieurs émissions. Je vous laisse aller écouter pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous avez apprécié ce que vous avez entendu ou ce que vous allez entendre en vous abonnant, belle personne que vous êtes, n'hésitez pas à laisser un petit mot, une note sur la plateforme de votre choix. J'ai remercié mes invités. Merci Nicolas, merci Sarah, merci Rutil, merci Patrick. Heureux de t'avoir dans l'équipe.
Et puis voilà, pour la version podcast, on mettra un morceau de Michael Kamen pour conclure. Et je vous souhaite une bonne fin de Et dimanche. merci au Club de l'Étoile. Et voilà, Surtout. et j'allais conclure pour dire merci à Romain, Dimitri et surtout à Amine qui a été plus que notre opérateur ce soir et qu'on applaudit évidemment. Merci à toutes et à tous et à bientôt et bonne fête de fin d'année.